Alors, le pouvoir intellectuel a deux dimensions. La première dimension, c'est l'acquisition des connaissances. Et la deuxième dimension, c'est l'acquisition des compétences. Première dimension, c'est quoi? L'acquisition des connaissances. C'est-à-dire que le pouvoir intellectuel en matière d'acquisition de connaissances. Et là, je parle donc du domaine livresque. Livresque. Église. Il y a une dimension de richesse dans laquelle nous n'entrerons pas si nous ne devenons pas intellectuels. J'aurais souhaité que ce soit une réunion entre nous. Donc, la première dimension, je vous montre la première dimension, je vous parle du pouvoir, et c'est là où je vais m'attarder. Donc, rapidement, la première dimension, c'est donc la dimension intellectuelle en matière d'acquisition de connaissances. Bien aimé, pour que l'Église puisse reconquérir le pouvoir économique, il faut qu'elle reconquiert le pouvoir intellectuel. Pendant longtemps, on nous a dit que non, Jésus revient bientôt, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Oui, quand nous, on était plus jeunes, je vous ai dit de ne pas imaginer mon âge. Mais quand nous, on était plus jeunes, on nous a dit, il ne faut pas aller à l'école. Jésus revient bientôt. Non, les gens qui vont à l'école raisonnent trop les choses de Dieu. Ils raisonnent trop, c'est par l'esprit que nous marchons, ce n'est pas par la chair. L'école, c'est la chair. Pourquoi est-ce que c'est important? Comment est-ce que le pouvoir économique, le pouvoir intellectuel influence le pouvoir économique? Est-ce que tu es prêt pour ça? Premièrement, la dimension intellectuelle provoque une migration de classe sociale. C'est là où tout commence. Qu'est-ce que j'ai dit? La dimension intellectuelle provoque quoi? Une migration de classe sociale. Dis avec moi, la dimension intellectuelle provoque une migration de classe sociale. Une fois de plus, un peu plus fort, lève la main droite, dis la dimension intellectuelle provoque une migration de classe sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous commencerons à investir dans la dimension intellectuelle, dans les deux éléments dont nous avons parlé, donc acquisition des connaissances, c'est-à-dire le domaine livresque, c'est-à-dire rentrer à l'école, avoir les licences, avoir les masters, avoir les diplômes d'ingénierie, avoir les doctorats, ça là, ça a une dimension, ça a un rôle dans la création de la richesse. C'est pourquoi j'ai pris le temps, rapidement, de vous brosser l'histoire économique du monde. Pour montrer qu'on est passé de l'âge de la chasse, la cueillette, à l'âge agré, de l'âge agré à l'âge industriel, et de l'âge industriel à l'âge de l'information. Et si on est donc à l'âge d'information, et que le pouvoir de l'information contrôle le pouvoir économique aujourd'hui, il faut donc s'assurer d'être totalement impliqué dans tout ce qui concerne l'information. Et il y a d'abord la dimension livresque, l'école, dis l'école. Non, dis l'école. Dis à ton voisin, il est temps de rentrer à l'école. Donc, la première dimension, comme j'ai dit, la dimension intellectuelle provoque une migration de classe sociale. C'est-à-dire que vous passez presque automatiquement d'une classe sociale à une autre. Je vous montre le processus. Comment est-ce que la dimension intellectuelle, comment est-ce que le développement intellectuel influe sur l'acquisition du pouvoir économique? Donc, premièrement, quand il y a cette migration sociale, vous passez d'une classe, de la classe du prolétariat à la classe moyenne. On connaît les trois classes qu'il y a. Aujourd'hui, même on parle d'une quatrième classe parce qu'il y a l'hyper-bourgeoisie qui est en train d'être créée. Parce que les Jeff Bezos et tout le reste là ne sont pas dans la bourgeoisie, c'est l'hyper-bourgeoisie. Les grandes familles riches, comment vous les appelez? Les Rothschild et tout le reste, c'est l'hyper-bourgeoisie, ce n'est plus la bourgeoisie. Il y a une quatrième classe sociale qui est en train d'être créée. Donc désormais, il y a le prolétariat, il y a la classe moyenne, il y a la bourgeoisie et l'hyper ou l'ultra-bourgeoisie. Tu ne rêves pas? Dis-moi un amen. Non, je sais que le voyage est long, mais il faut au moins commencer par croire. Ne me regarde pas comme ça, dis un amen qui a la foi. Ouais, et lorsque vous migrez donc du prolétariat à la classe moyenne, le processus d'acquisition du pouvoir économique est entamé. Parce que même si vous n'êtes pas riche, parce que la classe moyenne n'est pas riche, ça il faut le dire, je n'ai pas le temps pour développer tout ça, mais ça vous le savez en tout cas, la classe moyenne n'est pas riche. Si tu es travailleur, tu n'es pas riche en tout cas, il n'y a pas pour ça. Sur une base salariale, c'est impossible d'être riche. Je ne veux même pas dire difficile parce que c'est impossible, quel que soit ton salaire. Parce que dans l'un de mes ouvrages, je sais que vous achetez les livres. Hein?
Il faut vous assurer de prendre une copie de livre. Il y a un livre que j'ai là, je crois, pourquoi les pauvres dépensent-ils plus que les riches. Dans ce livre-là, je démontre un ensemble de choses, ok? Parce que les pauvres achètent les choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner les gens qui ne les aiment pas. J'explique ça dans ce livre-là, ok? Donc, vous allez voir, c'est un riche qui s'encombre d'une maison très compliquée, c'est un pauvre qui s'encombre d'une voiture très compliquée, parce qu'en réalité, quel que soit votre salaire, vous allez toujours vibrer en phase avec votre statut social. C'est-à-dire que vous êtes directeur Afrique de Nestlé, vous êtes directeur Afrique de je ne sais pas quoi, même si vous avez 8 millions de salaires par mois, votre style de vie va se rapprocher de votre salaire et finalement vous vivrez aussi pauvre qu'un pauvre qui n'a que 200 000 francs par mois. Oui. Ça, donc, tant que c'est un salaire, vous n'êtes pas riche. Mais je dis ceci, la classe moyenne est déjà un pas dans le processus de migration vers la richesse. Parce que tu n'es plus pauvre, même si tu n'es pas encore. Mais maintenant, vous savez, si vous voulez, le meilleur moyen d'aider les pauvres, ce n'est pas de leur donner de l'argent, mais c'est de cesser d'être l'un d'eux. Le meilleur moyen d'aider les pauvres, ce n'est pas de leur donner de l'argent, mais c'est de cesser d'être l'un d'eux. Donc lorsque tu cesses d'être l'un des pauvres et que tu commences à enclencher le processus vers la richesse, c'est le meilleur moyen d'aider les pauvres. Pourquoi? Parce que tu montres à ce pauvre que si toi, qui étais aussi pauvre qu'eux, est devenu riche, alors il y a de l'espoir pour eux de migrer de la pauvreté vers la richesse. Regardez. Lorsque vous donnez de l'argent aux pauvres, vous les aidez pour un jour. Lorsque vous cessez d'être l'un d'eux, vous les aidez pour toujours. Parce que lorsque vous leur donnez de l'argent, vous devenez pour eux une source de provision. Lorsque vous cessez d'être l'un d'eux pour devenir riche, vous devenez pour eux une source d'inspiration. Et pas seulement une source de provision, mais une source d'inspiration. Or, l'inspiration opère à un niveau supérieur à la provision. Donc, lorsque vous devenez intellectuel, vous êtes déjà en train d'activer le processus de migration du prolétariat vers la classe moyenne. Et à la classe moyenne, vos opportunités et possibilités d'acquisition de richesse sont plus élevées que pour celui qui se trouve dans le prolétariat. Donc la dimension intellectuelle a la capacité d'activer le processus de conquête du pouvoir économique. Quelqu'un dit Amen. Deuxièmement, cela vous place donc je vais parler de ceci à la troisième position parce que là ce sera la fin et c'est là où je vais plus insister. Deuxièmement, la dimension intellectuelle vous permet de bâtir plus facilement un capital. Alors, ça suit la première. Si je me retrouve ici, dans la classe moyenne, je peux me constituer un capital d'investissement plus facile que si je me retrouve dans le prolétariat. Vrai ou faux? Si je suis pauvre, parce que l'un des obstacles majeurs, quand on tient des séminaires, des conférences partout dans le monde, chaque fois qu'on demande aux gens, qu'est-ce qui vous empêche de décoller le capital? Qu'est-ce qui vous empêche de décoller le capital? Qu'est-ce qui vous empêche de décoller le capital? Alors, entre celui qui se retrouve ici, dans le prolétariat, et celui qui est dans la classe moyenne, la capacité de constitution du capital est plus facile pour celui qui est dans la classe moyenne que pour celui qui est dans la classe de prolétaire. Parce que celui qui est dans la classe de prolétaire est au premier niveau de provision, pas assez. Il y a 3 niveaux de provision. Pas assez, juste assez, plus qu'assez. Pas assez, juste assez, plus qu'assez. Donc, pas assez, c'est le pauvre. Juste assez, c'est la classe moyenne. Plus qu'assez, c'est la bourgeoisie. Donc, celui qui est à juste assez a plus de capacité de se constituer un capital que celui qui est au niveau de pas assez. Parce qu'à pas assez, il n'a pas suffisamment d'argent pour s'occuper de lui, il n'a pas suffisamment d'argent pour envoyer les enfants à l'école, il n'a pas suffisamment d'argent pour régler les factures, et toi tu lui dis de constituer un capital pour devenir entrepreneur. Non, tu verses de l'eau sur le dos d'un canard. Parce qu'il n'a même pas l'oreille pour t'écouter. Parce que la pression financière sur lui est trop énorme pour penser à se constituer un capital en un an. Tu lui dis épargne 10% de ton revenu et après un an, ça va te permettre de... Là, tu es en train de raconter des histoires et il ne comprend rien. Non, ça, je suis en train de vous montrer le rôle, la place de la dimension intellectuelle de la richesse. Pourquoi il est important
de rentrer, se développer davantage. Parce que la dimension intellectuelle vous permet de vous situer à un niveau dans la société qui peut faciliter la constitution d'un capital. Troisièmement, et enfin, elle permet d'être parmi les décideurs. La dimension intellectuelle permet d'être quoi? Parmi les décideurs. Est-ce que vous savez que dans le cycle de création de richesse, il y a ceux qui créent le flux de création de richesse et ceux qui contrôlent le mouvement de la richesse? Hello. Les entrepreneurs, suivez-moi très bien. Les entrepreneurs, eux, ils créent le flux de la richesse. Les décideurs s'occupent du mouvement de la richesse. Ça veut dire que une seule décision prise par des décideurs peut paralyser les entreprises d'un capitaine d'industrie. Une seule décision, une seule. Église, nous avons parlé de la dimension spirituelle. Maintenant, si avec cette dimension spirituelle et toutes les autres dimensions, ton travail dur et le reste, tu parviens à créer la richesse. Si nous ne sommes pas au lieu des décideurs, si nous ne sommes pas assis là où les décisions se prennent, malgré la richesse qu'on crée, il est possible qu'en un jour, un décret, un édit, une loi, un arrêté puisse totalement défaire la richesse qu'on a créée en 10 ans. Ça veut dire que pour sécuriser la richesse qu'on va créer, tant par la dimension spirituelle que les autres dimensions, il faut que nous soyons élevés à des positions de décideurs. Et on ne s'élève pas à des positions de décideurs parce qu'on prie. On s'élève à des décisions de décideurs, à des positions de décideurs quand on est intellectuel. Ne sois pas embarrassé. J'ai dit deux dimensions. La dimension du pouvoir intellectuel par l'acquisition des connaissances et par l'acquisition des compétences. Acquisition des connaissances, c'est l'école. Acquisition des compétences, c'est la formation. Donc si tu penses que tu ne veux pas rentrer à l'école, mais va te faire former. Tu vas vendre la tomate pendant 10 ans, tu vends la tomate, tu n'as jamais lu un magazine sur comment est-ce qu'on... Mais comment? La différence entre l'importateur de tomates, l'exportateur de tomates et celui qui va au comptoir et ne fait que compter sa vie pendant 10 ans, c'est que l'autre a une formation que l'autre n'a pas. Il faut lire.